Donc on démarre avec Fukushima. Myrto Tripathi, bonjour Myrto. Bonjour Stéphane. Tu reviens nous voir, donc les voix du nucléaire, je le dis d'un mot, collectif qui s'est donné pour mission de, alors je cite ce qui est écrit sur le site internet des voix du nucléaire, de rééquilibrer le débat autour du nucléaire afin de lui permettre de jouer son rôle dans la protection du climat. Et c'est particulièrement vrai, rééquilibrer le débat sur tout ce qui s'est passé autour de Fukushima. Là encore, je lis le texte que vous signez. Alors, c'était avant d'ailleurs le rapport, je l'ai lu moi avant le rapport des Nations Unies qui est tombé il y a 2 jours à peine. Ouais, le 9 mars, exactement. Voilà, dont on va reparler sur les victimes ou l'absence de victimes, l'absence de morts liées à la catastrophe nucléaire. La désinformation touchant les conséquences de l'accident de Fukushima a été entretenue et répandue intentionnellement. Écrivez-vous, Myrto. Écoutez, oui, parce que le rapport de l'UNSCEAR, qui est donc le comité scientifique des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé, qui est sorti mardi, c'est le rapport du bilan des 10 ans des impacts sanitaires de la catastrophe de Fukushima. Ce rapport est le deuxième, le premier est sorti en 2013, donc il y a 8 ans de ça. Et en fait, il disait la même chose. Et donc là, c'est bien, le rapport qui vient de sortir confirme finalement, même en les améliorant, les conclusions du rapport d'il y a 8 ans. Donc en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait déjà. Donc autant vous dire que effectivement, ça fait 8 ans. Et quand vous dites ça, tout ce qu'on a pu dire sur l'accident de Fukushima, la réalité, c'est tout ce qu'on dit encore. Alors, on va revenir sur ce rapport qui dit, vous l'avez sans doute suivi, qu'il n'y a aucune victime directe. Il y en a eu, mais du fait des évacuations. Mais il n'y a aucune victime directe de la catastrophe, ou du moins aucun mort direct de la catastrophe. Alors, et pas de hausse de cancer. Vas-y, Myrto. Alors, je vais préciser le langage, parce que la formulation est effectivement très importante. Donc, on n'a enregistré aucun mort et aucun malade, aucun cancer lié aux radiations échappées de la centrale nucléaire de Fukushima, que ce soit auprès des populations civiles, auprès des travailleurs ou auprès des équipes de secours. Donc ça, c'est enregistré sur les 10 dernières années et aucun n'est attendu. Donc c'est aujourd'hui et aussi à l'avenir. C'est les décès, c'est aussi les malades. Comment est-ce que c'est possible? Ça veut dire que... Et c'est vrai aussi pour les écosystèmes. Ça veut dire, Myrto, pardon de poser cette question, mais ça veut dire qu'en fait, aucune radiation ne s'est échappée de l'enceinte de confinement. Si, bien sûr, des radiations se sont échappées, à peu près 10 fois moins que ce qui a pu s'échapper de la centrale de Tchernobyl à l'époque. Mais d'abord, la radiation n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, c'est une question de dose, c'est une question de quantité que vous ingérez ou à laquelle vous êtes exposé. Et puis, cette radiation a été diluée assez rapidement. Et encore une fois, il y en a eu, bien sûr, mais pas suffisamment pour qu'elle ait un impact sanitaire. Et donc, l'impact sanitaire, le vrai impact sanitaire, c'est d'abord celui du tsunami, parce qu'il faut rappeler que ce qu'on commémore aujourd'hui, c'est pas du tout l'accident de Fukushima, c'est le séisme et le tsunami du Tohoku, qui est une région du Japon, et un séisme qui a impacté 600 km de côte. Donc c'est quand même important de se souvenir et d'essayer de visualiser et de se mettre à la place des Japonais dont on parle finalement assez facilement depuis ici, à des milliers de kilomètres. Les Japonais, sur la côte est du Japon, se sont pris l'équivalent d'un immeuble de 5 étages d'eau qui leur est arrivé dessus à la vitesse de 50 km/h. Oui, jusqu'à 10 km à l'intérieur des côtes. En l'occurrence, c'est ça qui a fait les victimes. Pardon de le dire comme ça, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire, c'est un tremblement de terre, c'est un raz-de-marée, etc. Mais effectivement, pour que ça nous concerne, nous, c'est effectivement le sujet nucléaire qui, tout à coup, est venu à la une. Non, mais alors, et pour le coup, en allant sur votre site, allez-y, si ça vous intéresse, on découvre des choses assez sidérantes, et notamment une confusion pour vous volontaire qui a été faite et qui est faite en permanence depuis 10 ans entre les images de la centrale et les images d'une raffinerie en fait qui est à côté de Fukushima. C'est elle qui brûle. Et à chaque fois et faites attention quand vous voyez une photo de la centrale de Fukushima en feu, non, elle n'a pas été en feu. Ce qui est en feu, c'est une raffinerie à côté. Absolument. Et même pas à côté, c'est une raffinerie à proximité de Tokyo, la raffinerie Cosma Oil. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu 52 accidents industriels avec des pollutions chimiques, d'hydrocarbures absolument considérables qui ont touché les écosystèmes, qui ont impacté la mer, la côte, etc., dont on ne parle pas. Et l'effort de remédiation de ces écosystèmes-là n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on a fait sur la centrale de Fukushima.
pour des niveaux de radiation qui, en plus, et c'est ce qui est de plus en plus dit et partagé aujourd'hui par les scientifiques qui s'intéressent à la question, des niveaux de radiation qui, en fait, probablement ne justifiaient pas l'évacuation. Voilà, c'est ça. Du tout des populations. Sachant qu'aujourd'hui, ces zones qui ont été évacuées de manière extrêmement brutale, soudaine, et puis surtout sur une durée très très longue, c'est ça qui est frappant, hein. Et ben aujourd'hui, il y a à peine 20% de la population qui est revenue. Et c'est un drame pour les Japonais. Et le drame pour ces Japonais, c'est non seulement les victimes, d'avoir été les victimes du tsunami, hein, 18 500 personnes décédées et disparues, mais c'est aussi ensuite d'avoir subi finalement ce désastre d'image dû à la rumeur, littéralement, et à l'ostracisme, à la stigmatisation qui a suivi par rapport au reste du Japon, par rapport au reste du monde, qui continue à alimenter cette phobie. Quoi. Parce que c'était le précédent de Tchernobyl, et donc, d'une certaine manière, dans notre univers mental, forcément, Fukushima allait devenir un nouveau Tchernobyl, une nouvelle zone interdite pour des décennies. Écoutez, les rapporteurs du comité scientifique des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé en parlaient donc mardi soir et disaient nous, on a un problème en tant que scientifiques, c'est que notre travail est détruit, mis à mal très fortement par les médias. Et ça a déjà été le cas sur Tchernobyl et on le revit aujourd'hui sur Fukushima. Donc, il ne s'agit pas de diminuer l'importance d'un accident nucléaire. Hein. C'est quelque chose de tout à fait significatif et dont il faut se préserver autant que possible. Mais c'est un accident industriel et il faut peser le pour et le contre, les bénéfices et les inconvénients. Et aujourd'hui, il est très clair que la frénésie médiatique et en partie outrancière, hein, notamment les déclarations de certains politiques sur le sujet, est complètement décorrélée de la réalité du sujet et détourne l'attention des vrais sujets. Japonais, parce que c'est quand même les Japonais qui ont arrêté tous leurs réacteurs. Alors, c'est les Japonais qui ont arrêté tous leurs réacteurs. Bon, je pense que sur le coup, la peur, l'inquiétude, le choc se justifiaient probablement. Enfin, après, c'est humain. Hein, je me mets à la place des gens comme tout le monde. J'en suis, bien sûr. Et puis, à l'époque, je faisais partie de l'industrie nucléaire. Alors maintenant, ça fait 7 ans que je l'ai quittée. Mais l'industrie nucléaire aussi a été excessivement choquée et attentive et a réagi très, très vite dans l'inquiétude. Maintenant, ça ne se justifie pas. Là, on a perdu 10 ans. 10 ans pendant lesquels les centrales nucléaires japonaises qui ont été arrêtées, les centrales nucléaires mondiales 54 qui ont été réacteurs, c'est ça, arrêtés au Japon. Donc, alors, 54 réacteurs, c'était la 3e industrie mondiale nucléaire. C'est ça. Ouais. Ils avaient finalement un programme à peu près comparable au nôtre. Absolument, puisque nous, on était à 58 centrales. Et donc, 56. en fait, je voyais là, 21 sont définitivement arrêtés. Mais est-ce qu'ils sont en train d'en redémarrer un certain nombre? Ils en sont où, justement, les Alors, Japonais ils sont en train d'en redémarrer un certain nombre. 9, en ce moment, sont en train d'être redémarrés. Ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que pour compenser, parce que donc, ces réacteurs représentaient 30% d'électricité au Japon, un tiers, hein, que vous perdez du jour au lendemain. Pour compenser ça, le Japon est devenu le premier importateur de gaz dans le monde. Alors, il y en a finalement que ça arrange, hein, disons-le clairement. Et puis, le Japon a construit 12 centrales charbon, est en train d'en construire 15 centrales charbon, nouvelles, hein, toutes nouvelles, et en a planifié 10 supplémentaires. Donc voilà, ça c'est une conséquence, une vraie conséquence, ni de l'accident, ni du tsunami, mais bien de la peur et de la rumeur et de l'inquiétude artificiellement créée autour de cet accident qui, rappelons-le, n'a pas fait de victimes à ce jour. Oui, c'est très perturbant. Et c'est pour ça que tu... et je comprends ça, c'est-à-dire cette peur artificiellement créée, je ne sais même pas s'il y avait besoin, tu vois, d'une opération de lobbying pensée, construite, pour de toute façon, Angela Merkel, parce que c'est quand même ça pour moi la réaction la plus spectaculaire de toutes. Donc Angela Merkel, physicienne elle-même, hein, qui dit peu de temps après la catastrophe, en tant que physicienne,
nous allons fermer toutes les centrales nucléaires en Allemagne. Eh ben, je ne pense pas qu'elle l'ait dit les en tant que Suisses physicienne. Prennent la même, enfin, tu vois, les paisibles Suisses de la même façon. Je pense qu'elle ne l'a pas dit en tant que physicienne, je pense qu'elle l'a dit en tant que femme politique allemande, puisque c'était elle-même qui, 1 an auparavant, avait demandé à ce que soit repoussée la fermeture des centrales nucléaires allemandes, et elle était tout à fait confiante dans le programme nucléaire allemand. Donc non, elle a répondu à une attente populaire, à ce qu'elle a supposé être une attente populaire. Toi, tu étais dans l'industrie nucléaire à l'époque. Moi, je suivais ça en tant que journaliste avec des liaisons directes pratiquement, hein, avec notamment l'Institut de sûreté contre les radiations, l'ISRN. Voilà, c'est ça. L'IRSN. Ouais. Et donc, on a suivi quand même ce moment où on a cru perdre le contrôle du cœur, mais de manière totale. Donc, il s'enfonçait dans le sol. Je me souviens de Anne Lauvergeon, à l'époque, à la tête. Il faut se rappeler, c'est-à-dire, je parle sous ton contrôle, mais il y avait notamment l'idée qu'il ne fallait jamais envoyer d'eau de mer sur un réacteur nucléaire. Sauf que là, c'était vraiment ce qu'il fallait faire parce qu'il fallait le refroidir à tout prix. Globalement, c'était ça un petit peu l'idée. Ouais. Et il y a eu ces quelques jours où les Japonais ne voulaient pas le faire parce que c'était vraiment sortir du manuel. Ouais. Ou à Paris, moi j'avais des sources qui disaient « mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils font ?» Voilà, il y a eu quand même un moment ultra challenging dans cette histoire. Non, mais alors absolument, évidemment. Et ceux qui... Je pense que la première chose qu'il faut dire et qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été retirés par l'industrie nucléaire, par les autorités de sûreté, par les autorités réglementaires, par toutes les instances internationales qui contrôlent ce truc, qui, je pense, est l'accident nucléaire qui a été le plus suivi, le plus étudié, le plus mesuré de l'histoire, encore maintenant, y compris le bilan sanitaire de quantités incroyables de populations qui sont encore suivies de manière très très précise aujourd'hui. Donc il y a un retour qui a été intégré, qui a été fait très très vite à l'échelle mondiale sur toutes les centrales de la planète, et on a retiré tout un tas d'enseignements. Donc effectivement, il y a eu une période de temps qui a été extrêmement critique. Alors cette histoire d'eau de mer, sans rentrer dans le détail, en fait, c'est parce que donc dans l'eau de mer, il y a du sel, et qu'ils craignaient que ce sel cristallise et bouche certaines vannes et certaines canalisations dont ils avaient besoin pour alimenter le réacteur. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de manuel. D'abord parce que les équipes de CAR n'avaient pas été formées, n'avaient pas anticipé ce genre d'accident, ce que les équipes françaises sont très largement et étaient également à l'époque. Et puis surtout que cet accident-là, parce qu'on est confronté à un tremblement de terre historique, le 4e de l'histoire de l'humanité, à un tsunami millénaire. Enfin, tout est arrivé sur cette centrale et elle s'est retrouvée dans une situation qui était complètement inédite, où elle a perdu toute son alimentation électrique, la sienne, les alimentations de secours, celles des autres centrales autour, l'extérieur du réseau, et en plus a perdu ses systèmes de refroidissement, et les opérateurs n'avaient plus aucune visibilité sur ce qui était en train de se passer. Donc ils étaient à l'aveugle complètement. Et malgré cela, quand même, malgré cela, le bilan, le vrai bilan, il est quoi ? Il est aucun mort enregistré 10 ans plus tard, aucun malade enregistré 10 ans plus tard, aucun n'est attendu, 2 accidents de chantier, dû probablement d'ailleurs au tremblement de terre, dont une personne qui est tombée d'une échelle, 2200 décès prématurés sur les 10 ans d'évacuation depuis le jour de l'accident, et puis 5 autres centrales nucléaires touchées, mais qui, elles, n'ont pas connu d'accident grave, et la centrale nucléaire la plus proche de l'épicentre, qui a tellement bien tenu que les populations autour sont venues se réfugier à l'intérieur. Il est là aussi le bilan. Et les quand tu dis, alors, autres, pour être très clair, quand tu dis 2200 décès, donc le chiffre est très précis d'ailleurs, c'est 2259 morts, mais liés à l'évacuation. Et à la seule évacuation. Voilà, c'est ça. Et alors, en fait, à 90%, c'est des personnes de plus de 60 ans qui ont été extrêmement traumatisées. On a arraché des malades de leur lit. Il y a eu des défauts de soins pour les gens qui étaient extrêmement fragiles. Et puis ensuite, il y a eu des suicides, des dépressions. Et il y a un bilan de santé mentale et psychologique qui, lui, est tout à fait... Quand tu dis, tout à fait certain. Alors, les équipes françaises, c'est quand même 10 ans après Fukushima, vous avez sans doute suivi ça la semaine dernière, l'ASN débarquait à Flamanville sur une alerte, un dispositif d'alerte, un exercice en fait, auquel a été soumis EDF, exercice donc d'accidents graves, ils n'étaient pas prévenus, etc. Et voir qu'en fait, l'ASN l'a constaté, les procédures ont été mal suivies, que les gens n'étaient pas formés.
tu dis quand même, le sujet n'est pas forcément non plus... Je crois qu'il faut faire très très attention aux termes qu'on emploie. Quand on dit mal formé, pas suivi, etc. Tout ça est suivi de manière très très précise. Il y a des degrés d'incidents qui sont mesurés par l'autorité de sûreté nucléaire qui est parfaitement indépendante, dans laquelle d'ailleurs, à laquelle contribuent un certain nombre d'antinucléaires notoires, reconnus, historiques depuis des années. Donc il y a énormément de contrôle là-dessus. Et honnêtement, les centrales françaises nucléaires ne présentent aucun danger, sont extrêmement sûres, sont suivies de très très près. Et en tant que citoyen qui n'est affilié à aucune de ces industries-là depuis très longtemps, j'aimerais bien que l'ensemble des industries françaises et mondiales soient soumis au même niveau de contrôle, l'ensemble des déchets soient soumis au même niveau de contrôle. Je ne suis absolument pas en train de dire que l'industrie nucléaire devrait être moins suivie. Après tout, c'est quand même une construction humaine, donc il faut suivre et contrôler tout ça. Par contre, qu'on fasse également le même exercice sur les autres, parce que si on s'inquiète réellement du climat, si on s'inquiète réellement de l'environnement, c'est l'ensemble de tous les impacts humains sur la nature et sur les populations qu'il faut suivre également. Donc, les dégâts ont été évidemment considérables sur l'industrie, sur... les dégâts du tsunami et du tremblement de terre. Voilà, et du tremblement de terre. Non, mais je parle sur l'industrie. C'est-à-dire, les dégâts, ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire cette peur irrationnelle qui a saisi le monde entier autour de l'accident de cette centrale, a amené donc une forme d'hiver nucléaire dont on est en train de sortir ou pas. Je regardais là, le 14e plan quinquennal chinois. Il y a des ambitions pour le coup qui sont très très fortes sur le nucléaire, là. 150 gigawatts en 2035. Ouais. C'est-à-dire que eux, pour le coup, ils ont décidé d'appuyer sur l'accélérateur. Les Chinois avaient déjà décidé, donc ils ont eu aussi un petit ralentissement après Fukushima parce que tout le monde a révisé la sécurité de ces centrales, a remis à jour ses protocoles par rapport à cet incident dont on n'a pas imaginé qu'il était possible de l'ampleur qu'il avait. Donc maintenant, désormais, même l'impossible est pris en compte dans la sûreté des centrales. Mais donc effectivement, les Chinois ont redémarré après, ont repris leur rythme. Et depuis 2015-2016, ils sont à 6 à 8 centrales qui mettent en ligne par an. Centrales nucléaires. Alors, ils ont aussi un très, très important programme de renouvelables intermittentes, donc solaire et éolien. Et ils ont aussi un programme fossile extrêmement significatif. Mais ils sont résolument dans la démarche d'intégrer le nucléaire dans leur transition énergétique pour réduire au maximum leur recours aux énergies fossiles. Ce qu'on serait bien inspiré de faire également. Avec une nouvelle génération made in China. Made by China. Je regardais leur dernière centrale. Alors, c'est CCTV qui dit ça, mais en gros, 80% des composants sont non seulement faits en Chine, mais conçus en Chine. Alors oui, mais enfin c'est un peu une des particularités de l'industrie nucléaire mondiale, c'est qu'elle s'est toujours fait de manière extrêmement collaborative. Comme c'est quelque chose de très compliqué, qui trempe beaucoup dans la science, ça s'est toujours fait de manière très collaborative. Donc les Chinois se sont inspirés du design français, des centrales de Daya Bay qui sont du design français à l'origine. Nous-mêmes avons fait évoluer le design américain qui nous venait de Westinghouse. Donc Framatome, c'est France-Amérique Atome à l'époque, à l'origine. Donc en fait, tout ça, toutes les industries se nourrissent. Pas Framatome, c'était France-Amérique, dis donc. Oui, c'est ça. Donc en fait, toutes ces industries se nourrissent. Et d'ailleurs, les fameux 40 ans, soi-disant, de durée de vie des centrales françaises, c'est pas du tout une durée de vie. En fait, c'est lié à l'accord commercial initial entre Framatome et Westinghouse. Et en fait, c'est un accord de licence. Et donc, la durée d'amortissement était de 40 ans. Ça n'a absolument rien à voir avec la durée de vie effective. Il nous reste quelques secondes, des centrales est-ce françaises. que tu penses que ce rapport donc, des Nations Unies peut un petit peu changer la donne en France? Écoute, vraiment j'espère, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'avant l'accident de Fukushima, la transition énergétique était résolument nucléaire plus renouvelable, et que depuis l'accident de Fukushima, alors bien sûr la frontière n'est pas aussi nette, mais la défiance que ça a créée auprès des populations et donc auprès des politiques vis-à-vis du nucléaire a fait d'abord qu'un certain nombre de flottes de parcs nucléaires se sont arrêtées, donc c'était le Japon, c'était aussi l'Allemagne. Et qu'il y a eu un retour en arrière aussi de tout ce qui était les programmes et les plans de construction du nucléaire mondial, et que nous sommes désormais dans une transition énergétique fossile,
plus un petit peu de renouvelables, et qu'on va droit dans le mur pour ce qui est de nos objectifs de bilan carbone neutralité à 2050. Donc 2050, je me permets de rappeler, c'est dans 30 ans. Donc je pense que comme on a 90% de nos ressources énergétiques qu'il faut qu'on fasse passer de très carboné à décarboné, je pense qu'il faut vraiment reposer la question de s'appuyer sur le nucléaire, de poursuivre ce qu'on sait déjà faire et qu'on fait déjà bien pour concentrer nos efforts ailleurs, sachant que les enjeux sont énormes et que finalement on voit bien ce rapport, ce constat qu'on fait aujourd'hui 10 ans plus tard, que toute cette peur, elle est fondée sur pas grand-chose et qu'elle tue beaucoup plus que l'accident lui-même ne peut le faire. Myrto Tripati, donc présidente des Voix du nucléaire, était notre première invitée sur Bismart.